Bonsoir et bienvenue dans Politiquement chaud. Emmanuel Macron de retour en banlieue. Le président appelle à une mobilisation nationale en faveur des quartiers défavorisés. À ses côtés, on retrouve un certain Jean-Louis Borloo qui, selon l'expression du président de la République, a accepté de remettre les gants. Alors on en parle avec Luc Carvounas qui fut maire d'Alfortville, qui est aujourd'hui député du Val-de-Marne, Nouvelle Gauche et peut-être aspirant à la tête du Parti Socialiste, mais on n'en parle pas. Françoise Fressoz, Jean-Sébastien Ferjou, Jérôme Jaffray. Dans une deuxième partie de l'émission, on parlera aussi du malaise très profond chez les policiers et les gendarmes. 62 suicides depuis le début de l'année, c'est très inquiétant. Quelle solution? Est-ce que le gouvernement s'en préoccupe vraiment? Et puis avec nous aussi Amélie Carrouer. Amélie, on parle donc de ce retour en banlieue d'Emmanuel Macron, Clichy-sous-Bois, et puis le Nord, Roubaix, Tourcoing, et des propos du président de la République qui revient là où on l'attendait. Exactement. Emmanuel Macron, depuis qu'il a été ministre de l'économie, il n'avait qu'une seule et unique image vis-à-vis des quartiers et de la jeunesse, c'était ces jeunes qui devraient devenir milliardaires. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Il avait déclaré ça en 2015, ça avait fait beaucoup de bruit, il l'a dit dans Les Échos, il l'avait assumé sur Europe 1. On l'écoute pour mieux comprendre. Il était sain dans un pays, et on m'interrogeait sur la création d'entreprises, qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que la volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. Voilà, retour en banlieue aujourd'hui et d'autres discours et annonces. Depuis qu'il a été élu Emmanuel Macron, pas grand-chose de plus en la matière. Et justement, s'il y a eu une chose, c'est la grogne des élus, des maires. C'était l'appel de Grigny le 16 octobre dernier. Ces maires qui avaient lancé même un appel ce jour-là. Les mots étaient durs. Je vous propose d'écouter le maire communiste de la ville de Grigny. On nous annonce moins 13 milliards, la baisse des crédits politiques de la ville et la baisse des contrats aidés. C'est une triple peine que nous vivons tous. Nous ne voulons pas rester silencieux parce que nous pensons qu'il y a non-assistance à personne en danger dans ce pays. Ces élus, Emmanuel Macron avait promis de les recevoir, ça a donc été chose faite. Il a fait également cette séquence dans les quartiers, dans les banlieues. Mais avant de présenter son plan et avant d'en parler, il avait visiblement un autre message à faire passer, le président de la République, une étiquette à décoller, celle de président des riches. Il a tenté de le faire une première fois ce matin, interpellé par un journaliste. On regarde et on en reparle juste après. Vous allez bien? Donc vous n'êtes pas seulement le président des riches, monsieur Macron. Ça, c'est, si vous voulez votre formule, celle de mes opposants, mais je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Et avec vous. Et preuve, s'il en fallait une nouvelle, qu'il avait vraiment envie de faire passer le message, le président de la République. Une nouvelle fois à la tribune, il en reparle et de lui-même. Il n'a pas besoin d'être interpellé pour le faire. Il s'exprime sur ce sujet. On le réécoute une nouvelle fois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, quand il n'y a pas des gens qui réinvestissent dans l'économie, les quartiers les plus en difficulté ne se portent pas bien. Pas une politique pour quelques-uns, et on ne viendrait pas faire là un virage pour quelques autres. C'est en effet cette cordée dont j'ai parlé. Voilà, prise de conscience, Luc Carvounas, le président de la République, de ses attaques, président des riches, et d'un seul coup l'envie, en allant en banlieue, de déscotcher, décoller l'étiquette. Je comprends que le président n'aime pas quand on lui rappelle tout simplement la politique qu'il mène depuis 6 mois. D'ailleurs, je regardais hier un sondage qui disait que 65% de nos compatriotes considèrent que la politique qu'il mène est tournée vers une catégorie de personnes. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur cette question, même si... Mais il suffit d'aller en banlieue pour décoller l'étiquette ? Je ne crois pas, mais en tous les cas, c'est bien que le président de la République aille à la rencontre des Françaises et des Français. Il a choisi de lancer, je me souviens, sa campagne déjà en banlieue. Aujourd'hui, il vient en banlieue. Vous savez, moi, je suis un pur produit de la banlieue parisienne. Je suis né à Alfortville, j'en ai été le maire, vous le rappeliez, donc je ne m'improvise pas sur ces questions. Sur la politique de la ville, qui est un sujet extrêmement important. D'ailleurs, elle a été inventée par nous, les socialistes, avec François Mitterrand, la politique de la ville. Aujourd'hui, j'ai entendu des annonces. Je vois que le président de la République, sur le renouvellement urbain, a souhaité doubler l'enveloppe. Je crois que c'est bien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Quand le président Macron donnait aux 350 000 foyers fiscaux les plus riches l'équivalent de 5 milliards par an,
Je l'avais dit d'ailleurs au moment du débat sur le projet de loi de finances. Je disais, attendez, 5 milliards par an, ça correspond à tout le programme pour le renouvellement urbain. Peut-être que j'ai été entendu et qu'il a considéré qu'il fallait sûrement, Luc Ardenne, le doubler. vous a entendu. Mais on a eu de vrais débats. Il leur donnait pas, il se contentait de ne pas leur prendre, ce qui du point de vue des récipiendaires éventuels n'est pas la même chose. Pour terminer mon propos, pour être tout à fait complet sur Parce que vous dites que vous ne question... reviendriez pas sur le président des riches, non, mais vous y revenez quand même. Je dis qu'il faut être extrêmement vigilant à ce qui est en train d'être annoncé sur de belles images, sur des annonces. On va y revenir. Et en même temps, moi je vois le projet de loi de finances qu'on est en train de voter en ce moment même à l'Assemblée nationale. Le président de la République a décidé de baisser le budget de la jeunesse, des associations, des sports. Il n'y a aucun ministre de la politique de la ville. J'entends de belles annonces, mais dans les faits, il se passe autre chose. Oui, alors on décolle l'étiquette en allant en banlieue, on devient le président des plus défavorisés dans les quartiers qui sont... Moi, ce qui me semble dans cette visite, c'est qu'il y avait un impératif pour lui, c'était d'essayer de recoller les morceaux avec les élus de banlieue qui, depuis le début de la rentrée, là, disait mais en fait il fait n'importe quoi, il baisse les emplois aidés, il baisse les crédits, alors qu'il avait démarré sa campagne en banlieue en disant voilà de façon très symbolique. En même temps, il y a aussi l'idée chez Emmanuel Macron de ne pas totalement renoncer à ce qu'il pensait depuis le début, à savoir que s'il remet l'économie en marche pour tout le pays, ça sera aussi bon pour la banlieue. Et que il n'y a peut-être pas... l'idée, c'est d'essayer de désenclaver ces zones plutôt que de faire une politique spécifique. Et en même temps, la réalité le pousse quand même à finalement annoncer des mesures spécifiques quand même. Et alors, la contradiction de Macron, elle apparaît dans le procès qu'il fait des emplois aidés pour se démarquer de François Hollande, et puis il annonce quand même des emplois francs, c'est-à-dire une nouvelle catégorie d'emploi pour essayer d'aider les jeunes des banlieues. Et donc on voit bien qu'il y a cette contradiction permanente de j'essaye de faire une philosophie plus libérale qui s'appuie sur l'individu, essayer d'aider l'individu. Il redit là, il l'a redit, l'accordé là. L'accordé, et en même temps cette réalité que si vous ne mettez pas des crédits massifs en banlieue, vous n'y arriverez pas. Oui, Jérôme Jaffray, à la conquête d'un électorat peut-être pas perdu, mais en tout cas, quand Emmanuel Macron dit je ne sais pas ce qu'est d'être le président des riches, le problème, c'est que les Français, eux, ils savent très bien ce que ça veut dire être le président des riches. Et ils ont une idée très précise. C'est évidemment faciliter la vie de ceux qui ont déjà une situation qui est la meilleure possible. Donc ça, c'est un problème. Et je dirais que ça n'est pas en disant je ne sais pas ce que c'est ou je ne suis pas le président des riches qu'Emmanuel Macron peut s'absoudre. Parce qu'à la limite, en disant que je ne suis pas le président des riches, il accepte de porter le procès devant tous les Français. La vérité, c'est que logiquement, il devrait dire je ne suis pas le président des riches, je ne suis pas le président des pauvres, je ne suis pas le président des villes aisées, je ne suis pas le président des banlieues, je suis le président de la France et de tous les Français. Ça, c'est un argument que l'on pourrait entendre, parce qu'à ce moment-là, la politique pour les banlieues, elle rentre bien dans une politique globale. C'est son idée, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas suffisamment entendue. D'autant, si vous voulez, que derrière cela, il y a l'idée majeure chez Macron qui est il faut dynamiser le pays, il faut lui rendre de l'optimisme, il faut porter la valeur. Il y a une chose intéressante dans sa visite à Clichy-sous-Bois hier, il est allé d'abord visiter un quartier en difficulté, puis il est allé dans un quartier rénové où on voyait, je lisais ça dans la presse, il était devant une pharmacie qui venait d'ouvrir, des habitants satisfaits de la rénovation, il disait je veux montrer une autre image de Clichy-sous-Bois et de la banlieue. Ça, c'est quelque chose de porteur, je dirais. La banlieue, ça n'est pas seulement que des défavorisés, que des gens qui attendent des aides, c'est aussi des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses pour la République et pour eux-mêmes. Oui, Jean-Sébastien, président des riches, on va en banlieue et on va aussi viser peut-être un électorat de gauche quand même. Pardon de faire un peu de politique, ça fait parfois, maintenant ça fait vulgaire, mais quand même il y a un électorat qui était acquis à la gauche. L'électorat de gauche d'Emmanuel Macron habite en banlieue, c'est plutôt les cadres qui sont installés dans les centres-villes. Mais justement, il y a deux manières de voir les choses. Il y a le fond du plan et de ce qui a été annoncé. Après, il y a le calcul politique ou sociologique éventuel. Mais considérer que les banlieues, ce sont les pauvres ou les Français pauvres, c'est une erreur absolue. Il y a un Français pauvre sur 4 seulement qui vit en banlieue. Si on prend la pauvreté comme les 60% de revenus médians, 3 Français 4 sur pauvres ne vivent pas en banlieue. En banlieue, c'est 5 millions. Et pour cause, parce que tout simplement, il y a plus ou moins 5 millions de personnes qui vivent en banlieue. Il y a 9 millions de pauvres en France. On confond le fait que dans les quartiers
ou difficiles, bref, en banlieue, il y a beaucoup de pauvres, il y a une forte concentration de pauvres, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des pauvres Français y vivent. Donc s'il souhaitait enlever l'étiquette de président des riches, peut-être fallait-il aussi penser à la France périphérique, ou celle qu'on a appelée comme ça. Donc je suis d'accord avec ce que disait Jérôme Jaffray, il aurait été certainement plus habile de dire je ne suis pas le président des riches, mais je ne suis le président d'aucune catégorie de Français. C'est là où on en revient au fond du plan. Moi, je trouve qu'il est très paradoxal et très contradictoire de voir Emmanuel Macron finalement dissoudre son originalité. Il avait voulu un ministre de la cohésion des territoires, ce qui était justement prendre en compte le fait qu'il fallait s'occuper de l'ensemble du pays et que si l'ensemble du pays allait mieux, à ce moment-là, les banlieues aussi iraient mieux. Et finalement, on en revient exactement à la politique de la ville telle qu'elle est menée depuis 40 ans, vous le rappeliez, depuis plus ou moins les années Mitterrand. On voit qu'il y a des milliards, des dizaines de milliards d'euros qui sont déversés chaque année sans que ça se traduise jamais par une amélioration. Et donc toute l'originalité, la transgression souhaitée par Emmanuel Macron, on l'a vu sur les APL, on l'a vu sur les contrats aidés, il l'a encore reconnu aujourd'hui, ça ne sert à rien de toute façon. Donc il y a deux réflexions à avoir. Il y a celle vis-à-vis des élus en disant bien sûr ça peut pas se faire du jour au lendemain, on peut pas du jour au lendemain changer une politique qui a été menée comme ça depuis des dizaines d'années. Il faut certainement prévoir des phases transitoires, mais là on n'est pas dans la phase transitoire. Là il est non, ne vous inquiétez pas, toutes vos dotations seront reconduites comme avant. Donc on est dans cette espèce de contradiction absolue entre la transgression qui était celle d'Emmanuel Macron sur son élection et puis finalement il s'est laissé rattraper par la politique à la française. Alors juste pour avoir regardé l'ensemble du déplacement ce matin, il le dit, mais mot pour mot quasiment Emmanuel Macron, je ne suis pas là pour juste parler aux banlieues, je ne suis pas le président que d'une zone ou que d'une certaine population de la France, je suis là pour donner à tous, je ne veux pas une population de subventionnés que les autres se sentent oubliés, je suis le président de tous les Français. Tout ça en fait il le verbalise même. Je pose juste la question, est-ce que son plus gros problème ce n'est pas que ça ne passe jamais le mur du son, en réalité. Il a beau le répéter. Pourtant, c'est un discours qui faisait 1h20, Amélie, donc c'était effectivement beaucoup. François, il y a des oublis aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a peut-être aussi un principe de réalité, c'est-à-dire qu'on voit quand même que la politique de la ville, ça a été une alternative. Politique de gauche, politique de droite. Il y a eu quand même des continuités assez fortes dans la rénovation urbaine, par exemple, dans les politiques aussi de désenclavement, et on voit qu'on bute quand même sur un problème. Il y a des non-dits dans le discours de Macron aussi. Moi, je pense qu'il y a un non-dit sur la drogue, par exemple. C'est comment est-ce que vous essayez d'éradiquer l'immigration de drogue dans les banlieues. Donc, il a parlé de la déradicalisation. On va en parler tout à l'heure. L'immigration, voilà. Donc, ces quartiers-là, il y a quand même des problèmes lourds, et on peut pas dire... on ne peut pas se contenter de dire si le pays va mieux, ces zones-là iront mieux. Il y a une politique spécifique à faire qui tarde à donner des résultats, mais si on ne la fait pas, tout s'effondre. Je comprends bien, c'est pour ça que je vous disais, il peut certainement, il faut absolument des phases transitoires, mais la philosophie même de considérer cette politique-là, on voit qu'elle n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. On peut toujours repeindre les cages d'escalier, ça ne marche pas. Derrière, les problèmes sociologiques sont les mêmes. Et en plus de ça, vous le disiez, il y a des problèmes qui sont totalement évacués. Le problème de la drogue, le problème de l'immigration, parce que ça n'a évidemment rien à voir avec celui du djihadisme ou de la radicalisation. Il en parle absolument pas. C'est la grande oubliée d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça aussi. Il y a quand même des changements de population dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui en partent le plus vite possible, et puis des nouveaux qui arrivent et qui eux-mêmes sont pauvres, ce qui contribue d'ailleurs à la concentration de pauvreté dans ces zones-là. Mais ça, je pense qu'il en est conscient, puisqu'il en avait parlé pendant sa campagne. C'était des choses justement où il avait le courage de ne pas forcément être dans les évidences répétées depuis des années. Et là, ça s'est dissous. Oui, alors peut-être c'est un principe de réalité politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des inégalités de richesse entre les territoires et que la politique de la ville, quand elle a été portée à bon escient par les maires et leurs équipes, elle a produit des résultats. Tout n'est pas parfait, mais elle a su produire des résultats. Et moi, ce que je vois aujourd'hui dans ce qu'a fait le président de la République, c'est à la fois un joli plan de communication, quand même. Ah, ça y est, j'étais sûre que vous alliez dire. Mais je vais vous le dire pourquoi, Arlette Chabot. Parce que d'abord, si c'est faire beaucoup de bruit pour nous parler des emplois francs, ou des projets de renouvellement urbain qui sont des questions et des thématiques que l'on utilise depuis des dizaines d'années. Si c'est ça la nouveauté, c'est alors on reste sur sa faim. Mais moi je dis au président de la République qui n'arrête pas, j'ai même vu sur son compte Twitter, j'imagine que c'est votre collègue qui utilise son compte qui a tweeté pour se vanter qu'en 2018, porte-parole du président de la République, qu'on n'entend jamais, pour se vanter, porte silence, pour se vanter que les crédits de la politique de la ville ne bougeront pas en 2018, mais de qui on se moque? Quand on est un maire, et parce que laissez-moi s'il vous plaît vous expliquer ce que je vis au quotidien comme élu local. Quand on est un maire et que l'on voit que la dotation de solidarité urbaine, d'un claquement de doigts,
a été baissé de 50 millions d'euros pour cette fin d'année, en 2017. Quand on est un maire et qu'on voit que l'enveloppe politique de la ville 2017 a été rabotée, coup de rabot stupide, de 300 millions d'euros. Quand on est un maire et qu'on découvre dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la semaine dernière, qu'on assiste au plus grand plan de casse sociale avec les 160 000 emplois aidés qui rendent des services dans nos communes, dans nos associations, et qu'ensuite on se gargarise de vouloir dire qu'on porte haut et fort la politique de la ville, excusez-moi de vous dire, qui n'a pas le compte. Allez, on en parle des emplois aidés, parce que là, on entend un Emmanuel Macron qui s'énerve. Oui, ça, il n'accepte pas, Emmanuel Macron. Les contrats aidés, c'est le sujet sensible. On l'a bien vu encore ce matin lors de ce discours, de ce déplacement. Il s'en est pris à ceux qui critiquent la suppression, donc qu'il a appelé de ses voeux massifs de contrats aidés. Il n'est pas sain, selon les cycles électoraux, dit-il, de monter à 500 000, 600 000 emplois aidés en les plaçant comme des petits pains auprès des collectivités ou des maires. Voilà pour le coucou à François Hollande. Ça ne s'arrête pas là. On l'écoute, Emmanuel Macron. Que tous ceux qui, la main sur le cœur, se font les grands défenseurs des quartiers les plus en difficulté, viennent m'expliquer que les contrats aidés, c'est la solution dont on a toujours rêvé. Mais qu'ils les prennent, les contrats aidés, ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Luc Carvounas. Quelle honte, parce que vous savez, s'il vient voir ce que sont les emplois aidés avec le tutorat par les collectivités qui les ont portés, l'intégration de personnes qui n'étaient pas qualifiées dans de vrais métiers pour de vrais services. Alors je vois bien Madame Pénicaud quand elle vient avec ses tableaux de bord de Bercy dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais de quelle expérience nous parle-t-il, le président de la République qui n'a jamais été élu local? Comment il peut balayer d'un revers de la main autant ces questions-là aussi vite? Et puis quelle grossièreté! Quelle récurrence du président de la République vis-à-vis de son prédécesseur? C'est pire que Sarkozy avec Chirac. Là maintenant c'est systématique. Alors je trouve pas ça très classe. C'est pas au niveau d'un chef de l'État de tacler systématiquement un prédécesseur de cette manière-là. Et en même temps... Oui, bravo. Il met quand même le doigt sur une réalité, c'est-à-dire que c'est vrai que les emplois aidés, quand vous regardez les statistiques, tout d'un coup, année électorale, 459 000 en 2016. Donc, et c'est vrai qu'aussi, il y a une volonté de faire baisser le chômage, enfin artificiellement l'État les chiffres. finance et les collectivités locales prennent parce qu'il y a un intérêt électoral. C'est vrai que quand vous regardez les sorties de ces contrats jeunes, c'est 1 sur 4 dans le privé, c'est pas beaucoup. Donc, c'est vrai que le rapport entre le coût et l'efficacité, ça demande à être... Mais c'est vrai aussi que pour essayer d'incarner une rupture, il est sans arrêt obligé de taper sur François Hollande, alors que les emplois France, finalement, c'est à peu près la même chose. Donc ça, on peut effectivement trouver la limite de l'exercice ici. Moi, il m'a semblé que dans ses déclarations d'aujourd'hui, il essayait de ressouder un peu autour de lui les élus locaux, de gagner du temps, en annonçant un plan pour plus tard, dont on ne sait pas du tout dans la cohérence. Et si on veut aller jusqu'au bout de l'idée de Macron, c'est en général, c'est d'essayer de remettre de la mobilité partout. Et je pense qu'effectivement, la politique de la ville, si vous arrivez à désenclaver, si vous arrivez à sortir les jeunes des banlieues dans des emplois, si vous faites la politique anti-discrimination à haute dose, vous arriverez peut-être à des résultats. Mais pour le moment, il est obligé de continuer cette politique qui est dévoreuse de subventions publiques et qui n'est pas très efficace, effectivement. J'ai l'impression qu'il cède quand même à une pression médiatique, parce qu'on le sait très bien que ça ne marche pas, le testing, ce sont des gadgets médiatiques, c'est pour faire plaisir aux gens. Bien sûr qu'il faut lutter contre les discriminations, mais ça passe par un problème de culture beaucoup plus large au sein du pays. Comment voulez-vous aller prouver qu'une entreprise... Il a annoncé aussi les mesures de testing contre les discriminations à l'embauche. Je pense qu'Emmanuel Macron est parfaitement conscient que c'est uniquement pour faire plaisir. C'est d'autres problèmes auxquels il faut avoir le courage de se confronter. Bien sûr qu'il y a un vrai problème en France, on le sait, quand on est diplômé et qu'on a une mauvaise adresse ou qu'on porte un nom à consonance étrangère, il est beaucoup plus difficile de trouver du travail que ça ne l'est par exemple au Royaume-Uni. Mais pris dans le même temps, il faut aussi voir la culture de l'échec qui caractérise un certain nombre de quartiers. Pas pour le coup si on est ingénieur, parce que ceux-là paye les pots cassés d'un certain nombre d'autres attitudes. Mais du point de vue de l'employeur, il est rationnel de ne pas vouloir engager quelqu'un dont il peut raisonnablement penser qu'il va se comporter de manière un peu agressive, parce que la réalité, elle est aussi là. C'est là où on voit d'ailleurs qu'il y a une grande différence entre l'intégration des filles et l'intégration des garçons. Donc ce sont des enjeux sociaux fondamentaux. Alors après, j'entends bien que c'est difficile pour un responsable politique d'assumer que c'est des choses, qu'il ne peut pas tout, et que ce sont des choses qui doivent se faire dans le temps long. Enfin, de là à ne pas en parler du tout, et en cédant à ces espèces de conformisme, voilà, c'est du gadget. Le testing, pardon, c'est du gadget. Encore une fois, je crois fermement au fait qu'il faille lutter contre les discriminations. Simplement, je ne pense pas que cette manière-là permet d'y parvenir. Les emplois aidés, les emplois francs,
Oui, les emplois francs, il faut rappeler quand même quelque chose. Ils ont été essayés sous le gouvernement Ayrault. Oui. Et je lisais dans le Figaro du jour qu'en tout et pour tout, 213 emplois ont été créés par les emplois francs à l'époque, en 2013. C'est quelque chose d'hallucinant par rapport aux 459 000 emplois aidés dont vient de nous parler Françoise Fressos. En d'autres termes, les emplois francs, ça ne marche pas dans les banlieues, mais c'est une façon de dire c'est à votre disposition, c'est possible. Les conditions sont un peu différentes là, parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais les conditions ont un peu changé, c'est-à-dire qu'avant, il fallait être chômeur depuis 1 an, il fallait être âgé de moins de 30 ans. Maintenant, on ouvre le jeu. Mais nous verrons. La réalité. La réalité, c'est que c'est extrêmement dur pour les collectivités, y compris pour les entreprises, de recruter, parce qu'on parle des emplois francs. Mais moi, je peux aussi vous parler, on parle des projets de renouvellement urbain, de ce qu'on appelle les chartes d'insertion, qui doivent permettre aussi, dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain, que la construction de l'immeuble dans le quartier se fasse avec des gens du quartier. Eh bien, je peux vous dire que dans toutes les communes qui signent ces chartes, c'est déjà extrêmement dur de recruter. Il faut, à un moment donné, nous accompagner pour nous donner plus de moyens. Et la politique de la ville, c'est aussi la belle idée de la mixité sociale. Donc j'entends les discours du président de la République, mais dans les faits, il a fait supprimer l'APL d'accession à la propriété et ils ont supprimé le prêt à taux zéro en zone dense. Ça veut dire que tous les outils qui permettent cette mixité sociale dans le logement sont supprimés. Donc on nous fait un certain discours la main sur le cœur, alors pour le coup c'est lui qui le fait, mais dans la réalité, il supprime tout ça. Oui, Jérôme. Oui, il y a 2 mots qui sont quand même clés dans ce que Emmanuel Macron a dit hier et aujourd'hui, c'est considération et émancipation. La considération, c'est un but d'image qu'Emmanuel Macron a utilisé pendant ces 2 jours. C'est de dire sa considération aussi pour cette partie de la France qui attendait qu'on s'intéresse un peu à elle. Parce qu'un des problèmes de Macron, depuis qu'il a été élu, c'est qu'il ne parle qu'à une partie du pays. Et que tout le reste du pays a le sentiment que Macron ne s'adresse jamais à eux. Donc ça, c'est un changement. Mais comme vous l'avez noté, Jean-Sébastien, il faudra évidemment élargir à d'autres sites du pays. Hein, le ministre de la Cohésion des Territoires, figurez-vous qu'il était sénateur du Cantal, Jacques Mézard. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Mon voisin à la commission des lois. Mais ce qui dit quand même quelque chose sur le fait que ça ne peut pas être réservé uniquement aux banlieues là-dessus. Et puis l'émancipation, elle dit beaucoup de la philosophie du macronisme, c'est qu'on est tourné vers l'individu et non pas vers les collectivités. Et du coup, les collectivités souffrent, Luc Carvounas vient de nous l'expliquer, et il s'agit d'aider l'individu à progresser. Tous les individus qui le veulent doivent avoir davantage de chances de progresser. C'est la philosophie profonde du macronisme qui le rapproche des philosophies libérales et des philosophies de droite. C'était le mot de sa campagne, émancipation. Je voudrais juste qu'on rappelle, parce que vous l'avez beaucoup évoqué, on va le faire assez vite, Amélie, le rappel des 40 ans de politique de la ville, parce que ça défile et on se dit, est-ce que cette fois ça va marcher? Allez, on prend son souffle, respirer un bon coup, parce que c'est long. C'est un gros challenge, allez, tout le monde s'accroche. On y va vite, on s'accroche. À 77, Céret-Montbard, un premier plan banlieue, habitat et ville sociale. 81, les ZEP, attention, il y aura beaucoup d'initiales qui vont suivre. 89, les contrats de ville. 90, création du ministère de la ville. 96, Alain Juppé, un plan Marshall. Création des ZUS, ZRU et ZFU. Bravo. 2000, SRU, merci, c'est difficile. 2003, le plus marquant, l'ANRU de Jean-Louis Borloo. Ça y est, j'ai terminé. Voilà, on va peut-être écouter Jean-Louis Borloo, parce que ça peut être quand même un allié très précieux, Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui était là lors de l'appel des maires de Grigny, qui au mois d'octobre ont lancé cet appel en disant qu'il y avait question de vie ou de mort pour les banlieues. C'était même lui qui avait même le stylo pour écrire le texte en question. Le voilà maintenant aux côtés du président pour mener cette bataille. Alors on l'écoute peut-être. On l'écoute. Les lignes sont claires. La méthode est très importante, c'est-à-dire qu'on rédige, on écrit ce que fait chaque acteur, chaque opérateur. Les phrases, c'est bien, mais c'est la méthode qui est très importante dans je trouve, un schéma républicain qui est très très clair et que j'apprécie. Ouais, finalement, il y a un ministre de la ville, ou alors peut-être un fantôme, mais il est là, invisible, et ce sera lui. C'est la caution. Jean-Louis Borloo, sur la politique de la ville, ça a été l'un des ministres les plus marquants. Mais lui,
sa politique a été axée sur la rénovation urbaine. Et précisément, chez Macron, on ne fait pas tellement sur la rénovation urbaine proprement dite, puisqu'on est tourné vers l'individu. C'est tout à fait autre chose. Mais Borloo, c'est une caution importante, et éventuellement, il peut accepter une mission. Mais on se souvient aussi qu'à quelques jours du premier tour de la présidentielle, il s'était quasiment porté candidat au poste de Premier ministre, avec le succès que l'on a vu. Jérôme, c'est terminé, c'était l'histoire ancienne. Mais là, en tout cas, comme il dit, il peut effectivement il peut jouer un donner un coup de main à Emmanuel Macron. Le vrai génie de l'époque, c'était la rénovation urbaine au sens très large. C'était le bâti, mais c'était aussi l'accompagnement sur les espaces extérieurs, espaces paysagers. C'était aussi du service public qui était demandé. C'était aussi du développement économique. C'était pas seulement de faire un coup de barbouille dans un hall d'escalier. On n'était pas là-dedans. Oui, et aujourd'hui, ça a peut-être profondément changé les visages des collectivités, parce que il faut que vous compreniez qu'un vrai projet de renouvellement urbain, il ne se passe pas à l'échelle seulement du quartier. Un vrai projet de renouvellement urbain, quand il est bien construit, il a une incidence à l'échelle de toute la ville, parce que vous savez que la reconstruction-démolition, la mixité 50-50, accession à la propriété, logement social dans ces quartiers qui sont concernés, doit permettre à tirer vers le haut toute l'image de la ville. C'est en cela que c'est extrêmement important qu'il y ait eu une rallonge de 5 milliards. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a quand même aussi l'histoire du Grand Paris. Je pense que là, ça va être très important, notamment sur les transports, c'est-à-dire sur le désenclavement. Deuxième élément qui peut jouer, c'est aussi les Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que je pense que et l'Expo universelle. Et l'Expo universelle, espérons, si elle existe. Ça, c'est des opérations qui, sous le quinquennat, peuvent contribuer, notamment en Seine-Saint-Denis, où je pense... Et notamment à Clichy, où on leur avait promis beaucoup de choses en transport. Les Jeux Olympiques, chère Françoise Fressos, vous êtes déjà au 2e quinquennat, je vous signale. Oui, mais enfin, toute la préparation se fait maintenant, et ça peut... Jean-Sébastien Ferjou, quand on entend tous les plans, il y a des ministres qui ont marqué, et effectivement, dans la période récente, c'est bien sûr Jean-Louis Borloo. On a presque oublié les ministres de la ville du quinquennat précédent, mais je ne veux pas vous fâcher, Lucas. Vous ne me fâchez pas, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais je ne sais pas ce qu'on retiendra de ce gouvernement-là. Cette fois, effectivement, on se dit 40 ans d'échecs. Là aussi, il joue sur du velours quand même, Emmanuel Macron. C'est des échecs, ça n'a pas marché. Et maintenant, lui, il a une chance de réussir ou pas? Là, encore une fois, sur un terrain où les autres ont échoué. Mais je ne vois pas pourquoi en appliquant les mêmes méthodes, il réussirait là où les autres ont échoué. C'est en ça que je dis qu'il y a une contradiction profonde, et je pense qu'on voit l'originalité du macronisme se dissoudre sous nos yeux, sur des épisodes de cet ordre-là, parce qu'il y a deux manières de voir la réalité. On peut la regarder en regardant la réalité de ces quartiers-là, et bien sûr qu'on peut comprendre l'utilité de contrats aidés ou qu'on peut comprendre l'utilité de plans de rénovation urbaine. Puis après, il y a une autre réalité. La semaine dernière, il y a cette enquête qui est sortie qui montrait qu'il y a 2 Français sur 3 qui se sentent abandonnés par les pouvoirs publics dans ce pays. 2 Français sur 3, alors que nous consacrons 57% de notre PIB à des dépenses publiques. Enfin, vous imaginez. Et donc, Emmanuel Macron, qui justement s'était saisi de ce problème-là en disant, mais il y a un moment, il faut quand même aussi avoir un regard macroéconomique. Est-ce que ça a du sens de continuer dans des stratégies qui ont fait la preuve de leur échec? Parce que c'est quand même ça. Comment peut-on continuer à raisonner uniquement en termes de dépenses, quand on voit que de toute façon, on peut pas aller beaucoup plus loin. On est déjà le record avec le Danemark. Nous sommes déjà les pays qui sont record dans l'OCDE. Donc on peut toujours dépenser plus. Si les racines des problèmes sont aussi autres, ce qui ne veut pas dire qu'il faille renoncer absolument à ces politiques-là, mais ne miser encore une fois que sur ces politiques-là, je pense que c'est évidemment aller à l'échec. Et le pire, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron en est conscient. Et ça a un inconvénient politique. Parce que regardez ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et on le voit de plus en plus, il y a des tensions et on dresse les Français les uns contre les autres. Il y a des Français, la France périphérique, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent avoir la perception que non seulement ils ne bénéficient pas de milliards d'argent public, parce que c'est le cas, quand vous regardez n'importe quelle petite ville de province a vu beaucoup moins de crédits développés alors qu'elle est dans la même situation économique qu'un quartier périphérique d'une grande ville, et en plus on les culpabilise en disant mais vous faites aussi partie d'un système qui est dans la ségrégation, puisque certains justifient les logiques d'apartheid territoriaux et sociaux. Donc les Français qui sont dans la France périphérique, qui d'un, n'ont pas vu la couleur de l'argent, et que de deux, on culpabilise, je pense que pendant un certain temps, ils se tiennent bien, mais il y a un moment où leur colère politique ressortira aussi. Et c'est en ça où c'est
À mon sens, dommage qu'Emmanuel Macron renonce à son originalité. Emmanuel Macron des Champs dans les semaines qui viennent, c'est ça qu'il faut. C'est sûr qu'on aura un Emmanuel Macron des Champs qui va essayer de reconquérir un peu toutes les tranches d'électorat, effectivement, qu'il a perdu ou qu'il a en tout cas pas conquis. Mais moi, sur les banlieues, je pense qu'à un moment, il y a eu un désengagement de l'État, un désengagement du tissu associatif. Je pense qu'il y a eu un chômage de masse qui a fait des ravages dans ces quartiers. Et vous ne pourrez pas, d'un trait de plume, dire on va changer radicalement de politique. Et voilà. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a eu un désengagement. Il y a eu un désengagement de l'État dans la volonté. Parce que l'argent a toujours été là. Juste pour vous donner des exemples, il faut aller regarder à quoi ont été consacrés les crédits publics. Il y a un projet, le projet de la Villa Médicis en Seine-Saint-Denis. Allez regarder à quoi ont été consacrés les crédits. Les gens qui étaient payés pour aller faire des formations dans ces quartiers-là, ils n'arrivaient tellement pas à savoir comment s'adresser aux jeunes qu'ils étaient censés encadrer qu'ils sont rentrés à Paris au bout de 2 ou 3 séquences. Un peu désolé de vous le dire, mais à vous écouter tous sur ce plateau, je ne me retrouve pas du tout dans le débat de la politique de la ville d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans le débat de la politique de la ville dans les années 90, mais pas d'aujourd'hui. Et beaucoup de choses ont été faites. On ne peut pas laisser dire que c'est un échec par rapport aux 5,5 millions de personnes qui vivent en banlieue. Et puis, Emmanuel Macron ferait bien de s'inspirer, son prédécesseur pour le coup, qui lui avait compris que l'ANRU était quelque chose d'extrêmement important. Il avait fait ce budget de 5 milliards d'euros. Et même, il ne s'était pas occupé que de la banlieue. C'est sous François Hollande qu'on a mis en place la revitalisation des centres-bourgs en province, parce qu'il avait la conscience qu'il fallait qu'on aille sur ces questions-là au-delà seulement de la banlieue. Non, mais c'est la réhabilitation ce soir de François Hollande. Faisons attention, on va penser aux ceux qui nous regardent, parce que je ne suis pas sûr que l'on vit dans nos villes de banlieue, dans la ville dans laquelle je vis depuis 46 ans, de la même manière, et je vous invite, si vous le souhaitez, à venir vous en rendre compte. Amélie, il y a un sujet qui a été abordé par le président de la République, qui est en lien avec les débats d'aujourd'hui, qui est en lien aussi à tous les débats d'hier, où on commémorait effectivement les attentats du 13 novembre. Il a parlé de ce sujet qui est effectivement central, c'est celui d'un islam radical et donc des radicalisés. Oui, je ne confondrai jamais les quelques milliers de radicalisés et les millions d'habitants des quartiers populaires, a dit le président de la République, mais il s'est quand même exprimé sur ce sujet. Il a estimé aujourd'hui que la radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné. Il promet aussi une quinzaine de plans de lutte contre la radicalisation d'ici au début de l'année prochaine. On écoute le président. Cette radicalisation, elle s'est installée parce que la République a démissionné. Et parce que nous avons laissé, dans de trop nombreuses communes, dans de trop nombreux quartiers, des représentants d'une religion transfigurée, déformée, qui portent la haine et le repli, apporter les solutions que la République n'apportait plus. Voilà, il parle comme Manuel Valls, là Non, il parle comme un président de la République qui était dans le précédent gouvernement à vivre ce que nous avons tous vécu avec tous nos compatriotes. Mais sur cette question-là, lorsque j'étais sénateur, avec Jean-Marie Bockel, nous avons porté un rapport dans le cadre de la délégation collectivité territoriale sur la radicalisation justement dans les territoires. Nous étions, ça m'avait frappé à l'époque, nous étions allés à Molenbeek, entre autres. Et comment les collectivités, une collectivité comme Molenbeek, essayaient de répondre aussi à ce fléau par des moyens dédiés au niveau du territoire. Et donc, une des analyses de notre rapport, c'était de dire que si la République veut être plus présente, pas seulement évidemment avec la police, les renseignements, mais plus présente, il faut aussi qu'elle accompagne les collectivités territoriales. Malheureusement, tout ça n'en prend pas le chemin. Alors, on parlera tout à l'heure de la police, justement, parce qu'il y a le malaise de la police, et on parlera aussi de la version des banlieues. Radicalisation, alors je reviens à ma question. Et il parle effectivement du retour à l'ordre républicain. Et c'est peut-être dans un débat aussi à nouveau sur la laïcité. C'est pour ça que je dis, il parle comme Manuel Valls. Alors sur la laïcité, il n'était pas sur les positions de Manuel Valls. Pas du tout. Notamment, vous vous souvenez, quand il y a eu le débat sur le voile à l'université, il est contre l'interdiction du voile à l'université, pour prendre un exemple. Il est possible cependant qu'il évolue sur la question. Et là, je trouve que sur la déradicalisation, je trouve que le discours est très proche de celui de Manuel Valls. Et pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'il a aussi conscient que toutes ces associations se sont montées parce qu'il y a eu une absence de service public. Donc il y a quand même une volonté délibérée de remettre des crèches, de remettre... Françoise Fresson, vous avez raison, mais il y a aussi une chose qu'il faut pointer du doigt, il faut l'assumer. Il y a aussi aujourd'hui des maires de gauche et de droite qui ont une forme de complaisance, qui, soit par lâcheté, soit par clientélisme, laissent faire des choses se développer. Moi, je l'ai vu
aussi bien dans des villes gérées par la droite que par la gauche. Donc si on veut que la République soit prégnante dans les territoires, il faut que le premier guichet républicain représenté par le maire soit exemplaire sur les questions de la laïcité. Ou alors demander que ce soit l'État qui s'en occupe plutôt que le maire, parce que, comme vous dites, il y a effectivement des maires qui sont complaisants. Il y a un petit bouger d'Emmanuel Macron, du président de la République, sur ces sujets de laïcité. La grande polémique qui a marqué une rupture entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, c'est quand Emmanuel Macron, juste après les attentats, les terribles attentats de novembre 2015, a expliqué qu'il ne fallait pas écarter l'importance des raisons économiques et sociales dans la dérive des terroristes. Et que la société française avait une part de responsabilité. Il l'avait dit déjà à l'époque. Mais c'est surtout ça. Et Valls avait réagi extrêmement sévèrement par rapport à ça. C'était une opposition absolue entre l'explication sociologique et le refus de considérer qu'il y avait autre chose qu'une responsabilité, pour le coup, individuelle et dramatique dans le destin des terroristes. Donc là, il y a un bouger, effectivement, parce que le président revient vraiment à la lutte contre la radicalisation. Je suis quand même surpris qu'il l'ait mélangé avec une intervention sur les banlieues. Il n'était pas forcé de le faire là-dessus, c'était pas la même chose. Ça signifie que ça envoie quand même un certain message, radicalisation égale banlieue, banlieue égale radicalisation. Ça ne peut pas se présenter comme ça. Alors certes, il a dit quelques milliers de radicalisés face à tous ceux qui n'ont pas les mêmes attitudes, mais je suis un petit peu surpris de ce mélange, alors précisément qu'il est là pour traiter et répondre aux problèmes de la banlieue et qu'il enfonce un peu les banlieues par ce thème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouve ça très étonnant effectivement d'avoir mélangé les deux. Il aurait pu parler d'immigration et des défis liés à l'intégration de populations d'origine étrangère, mais l'avoir lié au problème de la radicalisation. C'est-à-dire que si vous considérez le problème de la radicalisation, oui, bien sûr, la question d'une part de cause économique et sociale est évidente. Mais si vous êtes en train de parler de la politique de la ville, c'est bizarre, tout en disant, mais ça ne concerne malgré tout qu'une infime minorité de gens, de l'intégrer dans son discours, parce que c'est peut-être un impensé, peut-être que dans ce cas-là, il considère que c'est un peu plus qu'une infime minorité de gens, parce qu'il y a bien sûr ceux qui deviennent djihadistes, mais il y a aussi toute la zone grise autour, et c'est peut-être de ça dont il n'ose pas vraiment parler, son espèce de geste là avec la main en cherchant son mot. On sent qu'il y a un élément qui reste un peu en coulisses. Peut-être pour accompagner votre réflexion, vous allez voir que je ne suis vraiment pas une opposition stérile. C'est moi qui vais commencer à essayer d'expliquer pourquoi le président de la République a parlé de cela. C'est que peut-être étant justement en banlieue, lui, plus qu'un autre, a en tête ces cartographies qui ne sont pas rendues forcément publiques sur les pics de radicalisation. Et malheureusement, les pics les plus importants sont des départements de l'Île-de-France. Voilà. Seine-Saint-Denis. C'est pas que, par exemple. Pas que. Le Val-de-Marne aussi. Pas que. Le Val-de-Marne aussi. Le Val-de-Marne en fait partie. Et que quand vous c'est votre département d'élection. Et que quand vous prenez les cartographies. Téléspectateurs. Dans quel département est Trappes, par exemple? Une ville dont on parle beaucoup. Voilà. Et quand vous prenez les cartographies, que vous les mettez en calque sur les salles de prière salafistes, c'est justement ces spots-là qui sont ceux les plus concernés. Donc peut-être qu'il avait aussi cela en tête et que ça n'a pas été très clair dans son fil rouge. Ça ne me choque pas, contrairement peut-être à vous deux, ça ne me choque pas parce que je pense que c'est la réalité aussi. C'est pour ça qu'il faut nous donner des moyens. Mais dans ce cas-là, il faut en parler. On ne peut pas juste dire c'est un phénomène extrêmement minoritaire et l'intégrer dans cette réflexion. C'est parce qu'on a laissé les associations de salafistes faire le boulot que l'État ne faisait plus et donc c'est très lié à réimplanter dans les banlieues. D'accord avec vous, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils disent il y a le djihadisme et puis il y a des phénomènes de radicalisation qui dépassent de très loin le djihadisme et la fameuse zone grise dont je vous parlais. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est un mea culpa de l'État parce qu'il dit effectivement c'est l'État qui a laissé faire aussi. Il y a les élus complaisants à l'égard d'associations et de mouvements qui devaient garantir la paix dans les quartiers. Et puis il y a aussi l'État impuissant et inexistant. Donc c'est retour de l'État. C'est pour ça que je disais aussi il faut d'abord le retour de l'État. Je suis pas sûr que l'État a failli ces dernières années, mais en même temps, je pense qu'il faut sur les questions de laïcité être intransigeant tout en rappelant que la laïcité elle est généreuse et qu'il faut faire extrêmement attention quand notamment on va, vous avez raison, en banlieue parisienne, parce que moi je vois les musulmans de France qui se sentent aujourd'hui stigmatisés, qu'on ne fasse pas des associations faciles, la fachosphère participe à ça aussi, et donc je comprends aussi que ça puisse solliciter de l'émoi. C'est pour ça que j'ai essayé de l'expliquer avec un peu de pédagogie en me mettant dans son raisonnement. Alors, on va parler tout à l'heure de la sécurité et surtout du grand malaise des policiers, des gendarmes, avec, on le sait, un certain nombre de suicides ces derniers jours avec le secrétaire général d'unité SGP Police FO. Mais d'abord, Amélie, 2-3 choses qu'il faut absolument savoir en politique aujourd'hui. Absolument, le blues des marcheurs, par exemple. 100 marcheurs claqueraient la porte, en tout cas vendredi,
vendredi pour protester contre, je cite, le sacre de Christophe Castaner. On va regarder une tribune qui a été publiée par nos confrères de France Info. Il dénonce ces marcheurs un manque de démocratie interne et ne participeront pas au congrès du mouvement qui sera à Lyon samedi. Le prochain sacre, je vous le disais, de Christophe Castaner, élu à la tête du parti avant l'heure, en l'absence de concurrence, laisse peu d'espoir aux militants en attente de démocratie. Alors, il faut le savoir, des marcheurs en colère, il y en a eu depuis le début. On se demandait même encore pourquoi ils étaient toujours dans le mouvement. Ce qui surprend finalement un peu plus, c'est que certains laissent place à leurs doutes et l'expriment à l'Assemblée nationale, un peu plus nombreux qu'avant. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies justement aujourd'hui. J'ai dit qu'effectivement, le parti se retrouvait dans un état dépressif post-euphorie, ce que j'assume totalement, c'est-à-dire que nous avons vécu plusieurs victoires très importantes, la présidentielle, les législatives, et qu'après, comme toujours, il y a une descente. Qu'il y ait quelques doutes dans une période, qui a peut-être manqué de direction, c'est normal. Maintenant, il faut rester et puis il faut construire le mouvement dans sa phase numéro 2. Voilà, construire le mouvement. Pardon, Amélie. Oui. Quelqu'un qui est inquiet pour l'avenir de la République en marche. Oui. Jérôme ? Oui, bien sûr, si vous voulez. C'est un des derniers partis staliniens d'Europe actuellement, la République en marche. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on va élire le leader du mouvement par applaudissement, main levée. Et vous êtes priés de lever la main le 18. Car tous ceux qui ne lèveront pas la main, ils dégageront aucune responsabilité. Il n'y a aucune organisation de vie locale. Vous ne pouvez pas trouver des candidats aux élections municipales, les mettre en valeur, le permettre d'exister si vous ne faites pas une démocratie locale. C'est le b.a.-ba de la politique. C'est la vieille politique, Jérôme, ça. Pardon ? C'est la vieille politique, Jérôme. Non, parce que pour se faire élire dans une commune, il vaut mieux travailler, se faire connaître, avoir un programme, et donc que les adhérents d'En Marche localement puissent choisir les meilleurs d'entre eux, les plus dynamiques pour le faire. Surtout avec un corps électoral réduit à 200 militants tirés au sort, parce que c'est quand même ça. Les autres militants votent. Ils votent pour le collège, mais à l'arrivée, pour la désignation du délégué national, c'est quand même, effectivement, ça ressemble au Parti communiste chinois dont le congrès était la semaine dernière. Mais après, sur l'avenir du parti ou du mouvement, puisque c'est pas un parti qui ne veulent pas être un parti comme les autres, de toute façon, le macronisme, c'était la différence, c'était la promesse de la différence. Je ne serai pas ce que tous les autres ont été jusqu'à présent, avec pas forcément un contenu très différent, très défini, pour cette différence. Mais là, maintenant, on est dans la différence, et la différence, elle peut être mieux ou elle peut être en moins bien. Et c'est la difficulté à laquelle ils vont être confrontés. Il va bien falloir mettre un contenu à la différence. Ne souriez pas des malheurs de la République. Ce que vous dites là, ça vaut pour Emmanuel Macron, parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, si quelqu'un peut me dire ce qu'est l'idéologie du macronisme, je lui paye le champagne. Mais c'est ce que je dis, c'était juste la différence, dire je ne suis pas les autres. Mais vous avez l'air surpris, mais je vous rappelle que Richard Ferrand a été désigné président d'un groupe majoritaire de plus de 300 députés de la même manière. Et là, aujourd'hui, vous avez Christophe Castaner qui va être désigné à main levée et qui compose une direction uniquement, soi-disant tirée au sort, d'anciens camarades du Parti socialiste. Bonjour la démocratie. Mais vous disiez, est-ce qu'il faut être inquiet sur En Marche ? Il y a un précédent, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé au Modem. Parce que Bayrou le raconte très bien. Il dit, j'avais aussi monté un mouvement de droite, ni droite ni gauche, on va changer la politique et tout ça. Et puis vous apercevez déjà que vous avez dans vos militants des gens qui s'entendent, enfin qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Et puis après, comment vous essayez de recontrôler ce mouvement ? Et c'est de la verticalité. Regardez, le Modem aujourd'hui, c'est qui ? C'est François Bayrou. Et donc aujourd'hui, En Marche, c'est peut-être ce qu'il voulait depuis le début, Bayrou, comme organisation. Et En Marche, c'est Macron. Et donc comment ce mouvement qui était supposé être totalement horizontal et rompre avec la politique d'avant se reconnaît dans la verticalité ? Il y a un blues énorme, absolument. Alors, il y a un blues aussi au FN. Oui, alors pour le FN, c'est aussi un peu compliqué. Aujourd'hui, le Front National a sorti son questionnaire, vous savez, pour interroger les adhérents du Front National. Est-ce qu'on en a beaucoup entendu parler ? Je vous pose la question. Oui. Beaucoup ? Oui. Aujourd'hui ? Absolument. C'est quelque chose dont on parle depuis déjà un petit moment. Mais on a le questionnaire, on le regarde. Oui, sur LCI, on en parlait. Voilà, très bien. On le regarde, ce questionnaire. On en a parlé. Le questionnaire, il est donc sorti. Vous voyez Marine Le Pen et ces quelques mots d'introduction. Construisez avec nous le nouveau front, dit la patronne du Front National, avec ensuite 80 questions auxquelles donc vont répondre les adhérents. Et d'abord, ils doivent dire d'où ils viennent, de droite, de gauche, dans quelle zone géographique. Et il y a d'autres questions bien plus
l'état-major, bien sûr. Sur l'euro, êtes-vous favorable à ce que la France abandonne la monnaie unique afin de retrouver sa souveraineté monétaire? Vous la voyez apparaître. Et puis, sur l'organisation du parti, ça on en a beaucoup parlé, on en parlera encore. Seriez-vous favorable à un changement de nom? Et si oui, eh bien, proposer un nouveau nom. Mais bon, je peux déjà vous dire que dès cet été, certains cadres disaient qu'il y avait des noms déposés et que certaines idées étaient quand même très, très installées. Ceci dit, on en a beaucoup parlé ces derniers mois de ce questionnaire du Front National. Aujourd'hui, il y a quand même un tout petit peu moins d'attention médiatique. On a interrogé Gilbert Collard à ce sujet à l'Assemblée nationale. On lui a demandé si ça l'inquiétait, vous allez le voir. Non, pas du tout, mais ça ne nous surprend pas. On l'écoute. Mais voilà. Tant mieux que ça tombe à plat. Moi, je vais un peu vous surprendre, mais quand les médias ne s'intéressent pas à un problème, c'est qu'il est important. On a un président de la République, si j'ai le temps, qui n'a aucune sacralité, sauf médiatique. Mais c'est pas ça la vie. C'est factice. C'est de l'irréel construit pour passer pour du réel. Nous, on veut autre chose. Moi, je préfère le comptoir du bistrot à la caméra du journaliste. Dit Gilbert Collard qui est devant la caméra. Qui est devant la caméra, bien entendu, mais tout ça est parfaitement logique. C'est bien la première fois que j'entends dire responsable de parti qu'il est content que les médias ne s'intéressent pas à lui. Bon. Oui, il n'est pas responsable de parti, c'est pour ça qu'il se permet de dire cela, me semble-t-il. Mais ce qui va être surtout important, c'est de savoir si nous aurons les réponses à ces questions. Parce qu'il y a 80 000 questionnaires qui sont envoyés aux adhérents du Front National, très bien. D'abord, nous verrons combien il y aura de réponses par rapport à ces fameux 80 000. Ce sera déjà un premier critère de mobilisation et d'existence du parti. Et puis surtout, est-ce que nous aurons la publication des réponses? Et à ce moment-là, nous verrons toutes les différences qu'il y a entre l'état-major du Front National et sa base. Ça va être un sujet absolument passionnant. Ça veut dire que c'est un sujet dont nous reparlerons. Merci beaucoup, Amélie. Je vous le disais, on parle de la colère, ou plutôt du grand malaise des policiers. En une semaine, 6 policiers, 2 gendarmes se sont donné la mort. Il y a 62 suicides depuis le début de l'année. C'est un malaise un peu persistant, on va en parler, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de suicides en 2014, en 2015. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a été interpellé à l'Assemblée nationale. Voilà la réponse de Gérard Collomb. Et si ce sont souvent des raisons intimes, de maladies, de vie personnelle, qui expliquent le passage à l'acte, il est incontestable que la dureté des tâches de nos policiers et de nos gendarmes ne peut être éludée. Eux qui doivent maintenir l'ordre public, eux qui sont amenés à lutter contre le terrorisme, eux qui traquent les criminels, les délinquants, qui sont confrontés à la violence, à la part la plus sombre de notre société. Oui, cela peut amener à une tension et à un stress extrême. Voilà. Merci d'être avec nous, Yves Lefebvre. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Vous avez entendu la réponse du ministre de l'Intérieur cet après-midi, quand on l'interrogeait effectivement sur ces derniers suicides annoncés de 6 policiers et 2 gendarmes. Il a compris ? J'ose espérer qu'il commence à comprendre. Alors on ne va pas lui faire un procès, il est là depuis le mois de mai, c'est vrai que la semaine dernière a été particulièrement dramatique, qui plus est ce week-end. Sa première réponse, ou du moins la première réponse du directeur général hier matin sur notre chaîne d'infos, n'a pas eu pour vocation à nous satisfaire. Alors il y a plusieurs paramètres qui justifient ce malaise des policiers. C'est vrai, vous le faisiez remarquer il y a quelques instants, ça date de plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est encore plus palpable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le policier aujourd'hui a besoin de protection et de reconnaissance, a besoin d'avoir une vie, je dirais, sociale, familiale et une vie professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas assurer la sécurité de nos concitoyens si nous ne sommes pas nous-mêmes en propre sécurité. Et si nous ne sommes pas nous-mêmes, je dirais, protégés notamment par notre justice. Aujourd'hui, on nous assigne des missions. La politique du chiffre date depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Beauvau. Je crois qu'il n'y a plus de politique du chiffre depuis changement de gouvernement et changement de ministre. Vous savez, quand j'ai vu arriver Manuel Valls en 2012 à Beauvau, il a la main sur le cœur, il nous a juré « je vais mettre un terme à la politique du chiffre ». Je n'ai jamais rien vu arriver derrière. Bernard Cazeneuve, pas plus. Alors aujourd'hui, Gérard Collomb nous dit, à travers les projets de police de sécurité du quotidien, effectivement, on va mettre un terme à tout ça. C'est tout ce climat, je dirais, anxiogène, ce manque de reconnaissance, le sentiment que les policiers aujourd'hui travaillent pour rien. C'est ça le problème aujourd'hui.
Oui, Luc Carvounas, vous comprenez ce malaise de la police? Bien sûr que je le comprends. Moi-même, j'ai. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous le dire. C'est pareil, les ministres ont succédé, la même chose. D'abord, c'est d'accompagner ces fonctionnaires de police dans nos villes, parce qu'ils nous protègent au quotidien. Et moi, je suis bouleversé d'apprendre cette liste de fonctionnaires, notamment un capitaine de police en Val-de-Marne. Je crois que l'État doit prendre conscience que nos fonctionnaires de police travaillent déjà dans des conditions mauvaises. Moi, je vais vous le dire, le maire d'Alfortville que j'étais, c'est le conseil municipal d'Alfortville qui a payé de la rénovation dans son commissariat. Je suis allé comme député au commissariat de Vitry-sur-Seine, qui a fermé parce qu'il y avait des punaises. Il y a une odeur exécrable. J'ai jamais vu des conditions aussi pitoyables. Je pense que c'est la fonction publique d'État qui travaille dans les pires conditions de toute la fonction publique d'État. Je vous invite à aller planter votre caméra au commissariat de Vitry-sur-Seine. Vous verrez comment ces hommes et ces femmes travaillent à notre sécurité. C'est un scandale. Donc à un moment donné, il faut le dire. Et ça, c'est ni de droite ni de gauche. Il y a un problème pour celles et ceux qui, aujourd'hui, dans la guerre que l'on évoquait tout à l'heure, face à l'islamisme radical, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. On ne peut pas accepter d'avoir une litanie de suicides les uns après les autres, en se disant, dos tourné, je ne l'ai pas vu. C'est pas possible. Oui, Jérôme Jaffray. Oui, ce qui est assez bouleversant dans ce que vous nous avez dit, c'est que les policiers ont besoin de protection et besoin de se sentir en sécurité. Alors que les policiers sont chargés de la protection des Français et de la sécurité des Français. Et que les policiers eux-mêmes n'ont pas le sentiment d'être suffisamment protégés et suffisamment en sécurité. Il y a donc un problème. Il y a un livre qui vient de paraître sur Colère de flic, dans lequel on raconte que maintenant, les jeunes policiers qui ont des enfants en bas âge, dans le primaire par exemple, ils ne leur disent pas qu'ils sont flics, qu'ils sont policiers, parce qu'il ne faut pas que dans la cour de récré, on puisse tabasser. C'est vrai, c'est Yves Lefebvre. Bien sûr, c'est vrai. Vous savez, ça date pas, effectivement, ce livre, mais c'est vrai, ça date depuis des années où on ne dit pas. On invite nos enfants, moi je l'ai connu, on invite nos enfants à dire tu dis que papa est fonctionnaire ou que maman est fonctionnaire. On ne dit certainement plus, il y a bien longtemps déjà, malheureusement, et qui plus est encore maintenant, qu'on ne dit pas, on n'ose plus dire que nous sommes flics. Pardon, Jérôme, je vous ai interrompu. Pardon. Non, mais c'est un témoignage important parce qu'on touche du doigt quelque chose. Il y a une énorme demande des Français à l'égard des policiers. Il y a un problème général des fonctions d'autorité dans notre pays. Ça vaut les policiers, les gendarmes, les militaires. Vous pourriez parler aussi parfois de la condition des militaires, condition qui leur est faite. Pendant des années, ils n'ont pas touché leur salaire ou ils l'ont touché avec des mois et des mois de retard dans des conditions épouvantables. Les enseignants, il y a un problème d'autorité dans l'école très souvent posé. Donc nous avons une situation dans laquelle les fonctions d'autorité ne sont plus assez respectées et aidées. Et excusez-moi de vous dire que j'ai trouvé, moi, la réponse, je parle librement du coup, la réponse de Gérard Collomb extrêmement faible par rapport à tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on attend quand même d'un ministre de l'Intérieur, et ça, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Bernard Cazeneuve, ils avaient ça, c'est-à-dire une proximité avec leurs policiers, et le fait, quand il y a une vague de suicides aussi épouvantable que celle que vous indiquez, c'était de considérer que c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Il y a eu ça dans les télécoms, il y a 20 ans, quand on a eu les changements. C'est des choses terribles. La société française ne peut pas accepter cette situation, et là, le ministre de l'Intérieur, je trouve, n'a pas trouvé non seulement les mots, ni le plan d'action à l'égard des policiers et des gendarmes qui doit être mené. Oui, Françoise Fressoz. Je suis d'accord. Il manque sans doute une empathie, mais en même temps, c'est pas un problème nouveau. Cazeneuve l'avait déjà vu. Il y a eu des études après. C'est compliqué quand vous regardez les résultats. Notamment, il y a souvent des problèmes familiaux en première cause. Mais peut-être les problèmes familiaux sont-ils aussi liés aux conditions de travail. On peut en parler effectivement. Donc voilà. Mais il y avait une étude qui datait de 2010 et qui montrait que déjà les policiers, il y avait un risque de suicide supérieur de 36% à la moyenne nationale. Donc c'est un problème récurrent qui est sans doute lié effectivement, et en même temps, je trouve qu'il y a une reconnaissance quand même de la société française, notamment depuis les attentats, envers les policiers. L'image de la police et c'est nettement amélioré. Alors peut-être pas les conditions de travail, ça vous avez tout à fait raison. Un grand plan de rénovation des commissariats en France. Dans le grand public, l'image de la police est considérablement. Non mais bien sûr, redressée. je vous rejoins pleinement là-dessus. Mais le problème, il est en interne. Vous parliez des conditions de travail aujourd'hui. Il faut savoir quand même que le policier, pour un salaire moyen d'un peu moins de 1 900 €, ne bénéficie que d'un week-end toutes les 6 semaines en famille, même pour assurer la garde alternée de ses enfants. C'est là où ça pêche. C'est parce qu'il y a eu des heures supplémentaires. Je ne dirais pas, très même pas. C'est un cycle de travail qui date d'ailleurs d'un premier plan pour lutter contre les suicides sous Claude Guéant en 1996.
Depuis lors, le policier n'a plus qu'un week-end toutes les 6 semaines. Le policier qui travaille, je dirais, sur les unités de voie publique, que ce soit en BAC, en BST, en GSP, qu'importe, ou au service général. Et effectivement, je ne dirai jamais que la cause essentielle des suicides est liée à la fonction policière. C'est tout un climat, c'est un élément, je dirais, un facteur d'aggravation de la situation. Quand vous arrivez au travail, vous arrivez avec votre mal-être, vous en repartez avec un mal-être accentué. Parce que le policier aujourd'hui, aucun être humain n'est fait pour prendre, je dirais, de pleine face toute la misère du monde. Nous devons servir d'éponge. En plus, qui plus est, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, nous travaillons la peur au ventre. Mes collègues sur la voie publique travaillent la peur au ventre parce que là, le nouveau format du terrorisme, avec des attaques d'individus isolés, vise en premier ceux qui représentent cette autorité et ces valeurs de notre République, à savoir les policiers, les gendarmes et bien évidemment les militaires. Donc c'est là tout le danger. On a besoin aujourd'hui, on n'est plus soutenu par une justice, on a des objectifs à atteindre, on a parfois malheureusement un management particulièrement déficient de gens qui ne connaissent pas véritablement notre métier de gardien de la paix. Et on a besoin de tout ça. Alors, effectivement, moi j'attends beaucoup de Gérard Collomb. J'attends surtout qu'il remette tout à plat et qu'effectivement on puisse concilier vie professionnelle et vie familiale et on sortira de ce malaise. Jean-Sébastien Ferjou, sur ce malaise des policiers, parce que c'est vrai qu'il y a un soutien de l'opinion publique, ce qui n'était pas le cas. C'est pas le cas. Et néanmoins, le malaise, on disait qu'il est ancien parce qu'effectivement, des suicides dans la police, dans la gendarmerie, il y a des chiffres. Il y a au moins une cinquantaine. On disait en 2014, 55 policiers, 30 gendarmes. C'était déjà considérable. Oui. 2014. Il y avait eu un plan de Bernard Cazeneuve à l'époque, voilà. Qui n'a jamais été suivi des faits. Il y a eu un plan, effectivement, après. Bon, ça continue. Et des manifestations, il y en a eu il y a un an. Il y avait déjà les premières manifestations des policiers. Il y en a eu au printemps. Il y en a eu au mois de septembre, avec des femmes de policiers aussi dans la rue. Et rien, quoi. Enfin, on n'arrive pas, en tout cas, à régler le problème. Moi, je suis comme Françoise Fresseau, je suis un petit peu mal à l'aise sur l'association entre le suicide et la situation des policiers, parce que des professions dans lesquelles il y a beaucoup de suicides, il y a les agriculteurs, il y a les artisans, les petits patrons de PME, où il y a aussi une énorme surreprésentation des suicides. Mais après, c'est absolument pas pour contester les difficultés que rencontrent les policiers, c'est simplement que je pense qu'on devrait s'en préoccuper, même sans suicide, parce que c'est le sang. Certes, la société française, l'image de la police s'est beaucoup améliorée ces dernières années, mais vous parliez parfois on se demande à quoi ça sert. Oui, moi je vais vous raconter un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai arrêté une cambrioleuse chez moi. Mais quand la BAC est venue, ils m'ont dit « Mais de toute façon, monsieur, elle sera remise en liberté ce soir, à moins qu'elle ait été arrêtée 83 fois avant. » Je dis « Mais on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. Il n'y a pas de réponse judiciaire derrière. » Donc il ne suffit pas que l'image de la police se soit améliorée dans la société française. Il y a quand même des polémiques sur les contrôles aux faciès. Il y a quand même des polémiques... Enfin, regardez, ne serait-ce que certains syndicats, les réactions qu'ils ont eues, la CGT, pour ne pas la nommer, au moment où la voiture de policier avait brûlé. C'est quand même extravagant. Donc oui, l'image de la police s'est améliorée, mais enfin on peut quand même pas dire, alors qu'on est sur une réalité sociale extrêmement tendue, qu'il y a un soutien absolu des autorités politiques aux policiers. Et c'est quelque chose qu'on pourrait dire aussi, vous parliez tout à l'heure des professeurs qui ont un problème avec l'autorité, on pourrait le dire des policiers, on pourrait le dire des infirmières, on pourrait le dire de bien des gens qui sont sur les fronts de ces espèces de conflits du quotidien qui existent partout dans la société française et qu'en général on abandonne y compris en ignorant les considérations de rémunération ou de vie personnelle. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et que la réponse, je suis d'accord avec ce que disait Jérôme Jaffray de Gérard Collomb, elle est quand même assez faible parce qu'il y a tous ces problèmes-là qui sont derrière et je vous disais, qui ont aussi à voir avec la considération que le ministre leur apporte. Oui, Lucas Arvenas. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, on a ce paradoxe d'avoir dans des territoires des équipes de police municipale mieux équipées, mieux loties que la police nationale. Ça existe. Ça existe. La police municipale, c'est ça ? À Nice, la police municipale de Nice est bien mieux équipée que les policiers nationaux. Moi, j'ai toujours eu un rapport assez proche de mon commissaire de police, aujourd'hui commandant de police. Et c'est vrai, combien de fois on les a accompagnés comme puissance publique pour des plans, en ouvrant des appartements, etc. Et une fois qu'on démantèle et que ceux qui sont arrêtés le lendemain ou le surlendemain viennent larguer les fonctionnaires de police qui vous disent leur démotivation et on essaye, parce qu'on est dans un dialogue permanent, tout ça existe, tout ça existe. Il faut apporter des réponses. Le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il y a une première réponse urgente à apporter à ces hommes et à ces femmes. Je vous le dis, il y a un vrai problème en France sur l'immobilier et sur les commissariats de police. J'attire l'attention, jamais un salarié n'accepterait de travailler dans des conditions aussi pitoyables. Malheureusement, oui, c'est le cas.
Quand même, Yves Lefebvre, on parlait des banlieues. Il y a un projet de création de la police, effectivement, du quotidien. C'est plus la police de proximité, c'est la police du quotidien. C'est pour vous, c'est quoi? C'est une bonne idée? C'est une mauvaise idée? C'est une idée qui va vous aider à travailler dans les quartiers? Je dirais, avant qu'on pense à la police de sécurité au quotidien, pensons d'abord au quotidien des policiers qui vont devoir assurer cette police de sécurité du quotidien. C'est déjà le premier préalable. Le premier préalable absolu. Vous pouvez nous le redire, parce qu'il faut bien suivre. Ah non, mais pensons d'abord au quotidien des policiers qui devront assurer la police de sécurité au quotidien de Gérard Collomb et d'Emmanuel Macron. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée à condition qu'on y fasse adhérer les 105 000 gradés gardiens de la paix. Et pour le faire, il faut effectivement qu'on ait un plan de rénovation des commissariats. Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'étais à Marseille. La division nord de Marseille, on a dû faire évacuer les locaux parce que j'ai un de mes collègues qui rentrait, un de mes délégués qui rentrait, il en a été malade, tellement il y avait un état de puanteur. Aujourd'hui, on a des compagnies républicaines de sécurité qui préfèrent dormir dans leur fourgon de CRS, et ce, après des longs déplacements de plusieurs centaines de kilomètres, parce qu'on leur propose de dormir dans des logements, d'être hébergés dans des logements où c'est infesté de punaises, de cafards, de puces, et j'en passe les meilleurs. Et on n'a pas de réponse. Alors, on peut avoir tous les plans. Je dis, moi, Bernard Cazeneuve, qui j'ai même pas été très souvent d'accord avec lui, mais au demeurant, là-dessus, il avait bien appréhendé la problématique. Malheureusement, c'est arrivé juste derrière l'attentat du Bataclan et du Stade de France. On s'est ensuite, je dirais, englué dans d'autres problématiques, et les services de gestion de la ressource humaine de police nationale aujourd'hui sont déficients. Aujourd'hui, il faut impérativement qu'on remette tout à plat. Il y a l'immobilier, il y a la réponse pénale, la politique pénale et la réponse pénale. Ce que vous disais, mes collègues de la brigade anticriminalité... Vous avez obtenu un certain nombre de choses, par exemple le droit d'avoir son arme de service, etc. Vous avez obtenu un certain nombre de choses. Oui, sauf à dire les effectifs qu'on voit à l'instant à l'écran, les effectifs de police secours, du service général, sont contraints par 3 tirs obligatoires par an. Aujourd'hui, on ne peut plus les faire. Avec un dernier tir sous un délai minimum, une franchise de 4 mois. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de stands de tir, donc il faut prioriser. On fait tirer d'abord les unités spécialisées. Et mes collègues de voie publique, du service général ou d'autres unités, ne peuvent plus porter leur arme en dehors des heures de service. Donc il y a un grave problème aujourd'hui. Moi, je ne fais pas le procès de Gérard Collomb, il vient encore d'arriver. Mais il va falloir qu'il soit à la hauteur des enjeux. Il va falloir notamment... Un peu quand même. On sent bien qu'il n'y a peut-être pas un rapport de confiance qu'il y avait avec d'autres ministres de prédécesseurs qui... il y a des grands avocats... Bernard Cazeneuve avait mis tout en œuvre pour Emblée. Ouais. Manuel Valls, un peu moins. Permettez-moi, je ne vais pas rentrer sur un jugement de valeur des hommes politiques qui se sont succédés à Beauvau. Dieu sait si j'en ai connu beaucoup. Mais aujourd'hui, non, je pense qu'on va juger, là. On va juger Gérard Collomb. Nous sommes mardi soir. Depuis un matin, on sait que Édouard Philippe lui a demandé de nous recevoir. Aucun des 3 principaux secrétaires généraux n'a eu aujourd'hui un début de commencement de convocation ou d'invitation. Il faut des réponses. Alors si c'est pour nous dire qu'on va recruter plus de psychologues, ce n'est pas la réponse. On ne pourra pas mettre un ou une psychologue derrière chaque gardien de la paix, ça ne servira malheureusement à rien. Il faut prévoir réellement des mesures aussi à travers la médecine du travail. Il faut aujourd'hui qu'on soit suivi en la matière et avec des contrôles obligatoires et améliorer notre temps de travail et nous permettre d'avoir une vie en dehors du boulot. Oui, c'est-à-dire que je pose la question à Françoise et à Jérôme, c'est un problème politique quand même très important. Ce n'est pas juste des revendications. Aussi, ce qu'on comprend aussi, c'est à quel point les attentats, la multiplication des attentats, sont venus percuter une situation qui était déjà compliquée au départ et l'a accentuée. C'est-à-dire que maintenant, les priorités, c'est la défense du territoire, la défense des Français, et que les policiers sont un peu passés à l'as. Alors après, il y a le problème budgétaire aussi. C'est comment est-ce qu'on fait face à tout ça quand on a aussi l'objectif de réduire les déficits. Voilà, donc ça c'est un sujet très compliqué. On peut le faire avec une volonté. Moi j'ai mis au défi Gérard Collomb, il m'a dit oui mais vous voulez améliorer le temps de travail des policiers, mais ça va passer les 7500 embauches du quinquennat. Non monsieur, on peut faire les effectifs actuels avec simplement réorganisons la police. C'est un problème éminemment politique, parce que si on veut réussir un jour à le résoudre réellement, que ce soit sur les problématiques de dépenses en sécurité intérieure, tout ce que l'on vient de dire, ou en défense nationale, il faut que le président de la République, au niveau européen, fasse sortir ces dépenses des 3%. Bien sûr. Il faut qu'il les fasse sortir, sinon on n'y arrivera jamais. Et là, c'est un sujet politique. Il peut le faire sortir des 3%. Pourquoi pas, effectivement. Je ne pense pas qu'il faille un fétichisme de cette règle-là. On en revient quand même à ce que je vous disais tout à l'heure. La France dépense énormément. Donc c'est bien parce qu'on ne dépense pas assez à certains endroits et trop
à d'autres sans efficacité qu'il faut se poser la question. On peut faire des liens avec les débats qu'on avait au début, parce que certes, il peut y avoir toutes les raisons politiques du monde de continuer à mener des politiques dont on a constaté qu'elles ne produisaient pas d'effet. Après, qui en paye le prix? Ceux qui auraient vraiment besoin d'argent. Parce que regardez tous les débats qu'on a eu pendant la campagne présidentielle sur les fonctionnaires, à chaque fois qu'on parlait de réduire le nombre de fonctionnaires, on avait l'impression que tous les fonctionnaires étaient policiers ou infirmières. Oui. Comme s'il n'y avait pas justement des ministères où il y avait énormément de gens dans des services administratifs dont personne ne sait exactement à quoi ils servent. À un moment, il faudra bien un courage politique pour oser s'attaquer aux secteurs où il y a du gras, pour pouvoir remettre des moyens dans les secteurs où manifestement il reste que l'os. Jérôme, le mot de la fin. Jérôme. Écoutez, je pense que Gérard Collomb a une conception trop régalienne de sa fonction de ministre de l'Intérieur et davantage ministre de la lutte contre le terrorisme que ministre de ses policiers. Et là-dessus, je crois qu'il doit évoluer. L'autre remarque que je ferai, si vous permettez, c'est qu'il faut, pour que les policiers améliorent leur situation, qu'ils évitent de politiser ce débat. On a le souvenir des grandes manifestations de policiers, pas tant par la masse que par la signification et leur ampleur. Sous les fenêtres de Robert Badinter en 1983, d'Elisabeth Guigou en 2001, de Christiane Taubira en 2013, ça porte un tort considérable aux policiers quand ils agissent ainsi. Il ne faut pas politiser pour eux les débats, parce que sinon, à ce moment-là, ils sont vite catalogués comme des adversaires du pouvoir, point final. Voilà, c'était le conseil donné à Yves Lefebvre au syndicat de police. Merci à tous. L'actualité continue et c'est Hélène Lecomte.